Bonjour à tous et bienvenue à la présentation sur la place des mucolytiques en 2015. Nous allons traiter de mucus et encore de mucus. Je suis Dr Yannick Larrivée, je suis ORL. Je suis aussi professeur adjoint d'enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke, chef de service de chirurgie cervico-faciale et dentaire au Centre hospitalier de Granby, de même que président du CMDP à ce même endroit. Je suis aussi directeur des examens au Collège Royal. Les objectifs d'apprentissage aujourd'hui seront de comprendre le rôle des alternatives au traitement antibiotique, de même que de reconnaître la place des mucolytiques dans le traitement des affections respiratoires. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'une rhinosinusite? Alors, commençons par faire le lien entre le nez et le poumon. Il existe un lien entre la rhinite et l'asthme, à savoir que le nez, lui, sert à filtrer, humidifier et à réchauffer l'air qui arrive au poumon. C'est bien évident que toutes les conditions du nez vont donc affecter le poumon. Si on se met à respirer par la bouche, on a beaucoup plus de chances de développer des conditions pulmonaires comme l'asthme. Pour ce qui est des généralités de la rhinosinusite, on sait que la majorité des rhinosinusites aiguës adultes sont plutôt virales. En fait, on croit que seulement 0,5 % des sinusites virales vont se compliquer d'une sinusite bactérienne. Si vous regardez le petit schéma à votre droite, vous remarquez que chaque sinus, qui est une caverne creusée dans l'os du crâne, débouche sur une petite porte. Cette petite porte de la caverne, la porte du sinus, est très à propos de se boucher dans le cadre d'une sinusite. C'est toujours important de déboucher cette porte des sinus pour que le mucus puisse ressortir aisément. Les germes, les bactéries généralement impliquées dans la sinusite sont bien entendu le Streptocoque pneumoniae et l'Haemophilus influenza, entre autres. Nous avons différents guides, notamment canadiens, qui nous invitent à utiliser de façon de plus en plus intelligente les antibiotiques dans le cadre du traitement des rhinosinusites aiguës. Voici ici la dernière diapositive nous permet de bien cerner un diagnostic de rhinosinusite aiguë. Plus spécifiquement, si vous reportez au bas de la page, nous avons le système dit PODS, P-O-D-S, à savoir que nous recherchons comme symptôme majeur une pression au niveau des sinus, ensuite une obstruction, ensuite une perte de l'odorat et finalement l'occurrence de sécrétions nasales purulentes. Le diagnostic de la sinusite bactérienne requiert la présence d'au moins 2 de ces symptômes majeurs. Donc, la probabilité d'avoir une infection dite bactérienne est augmentée lorsqu'on a des symptômes qui durent depuis au moins 7 jours, avec la présence d'une rhinorrhée purulente et la présence aussi de douleurs maxillaires ou dentaires ou encore de douleurs faciales unilatérales. On ne rentrera pas dans les différents mécanismes de la résistance aux antimicrobiens, mais vous savez très bien que les bactéries ont de plus en plus de façons de déjouer nos antibiotiques. Plus spécifiquement, nous assistons au développement de résistance aux antibiotiques. Voyez ici sur ce tableau la prévalence de pneumocoques non sensibles à la pénicilline, dont la croissance est évidente entre 1993 et 2009. Atteignant jusqu'à 20 % dans certaines régions du Canada. Cette autre diapositive démontre que le pneumocoque devient aussi résistant aux macrolides dans les mêmes durées et ça peut monter jusqu'à 25 % de résistance et dans certaines régions du Québec aussi 30 % de résistance aux macrolides. Donc, la résistance aux antibiotiques est un problème réel et actuel. Donc, vous avez vu dans les différents guides du gouvernement, il faut utiliser les antibiotiques avec parcimonie. La rhinosinusite aiguë, bien entendu, il faut favoriser donc un traitement qui n'est pas à base d'antibiotiques. C'est ce qu'on va appeler le traitement adjuvant. Les différents guidelines ou lignes directrices nous invitent à utiliser de la cortisone nasale 2 fois par jour pendant 1 mois, d'utiliser des analgésiques, des antipyrétiques comme l'acétaminophène, de favoriser une hygiène nasale en utilisant beaucoup de rinces pour ce qui est des sécrétions, parce qu'on veut se débarrasser des fameuses sécrétions et du mucus nasal. Vous avez aussi l'opportunité d'utiliser un décongestionnant topique pendant 5 jours. On utilise ici des décongestionnants en vaporisateur 2 fois par jour et
peut-être qu'il y a une place pour les fameux mucolytiques, des agents qui nous permettent de nous débarrasser plus efficacement du mucus. Dans le cadre de la prise en charge de la sinusite bactérienne, vous avez bien entendu sur ce tableau, en fonction du niveau de gravité, l'utilisation utile de cortisone intranasale. Et regardez à votre droite, dans les traitements d'appoint, l'analgésie, les décongestionnants, les solutions salines. Et de plus en plus, on voit l'utilisation des mucolytiques. Dans un papier de la revue très célèbre de rhinologie européenne, nous avons le papier de position de l'EPOS en 2012, qui nous dit clairement que dans le cas de l'utilisation des traitements dits adjuvants, il y a une place pour certains composés d'herbes, des composés sélectionnés. Et on parle ici franchement de mucolytiques, mais pas tous les mucolytiques. Je me permets de vous préciser que dans ces études, on a remarqué une efficacité certaine avec un niveau 2, plutôt de 1B et un niveau de recommandation A pour, entre autres, le myrtole, le produit qui nous intéresse aujourd'hui. Et si vous voyez complètement en bas que ce n'est pas vrai pour les autres mucolytiques. Donc, le myrtole a une recommandation utile au niveau scientifique dans la rhinosinusite. Donc, quelle est la place de ces fameux mucolytiques? Donc, bien entendu, c'est de se débarrasser du mucus. Vous voyez ici une photo endoscopique d'une sinusite bactérienne avec du mucus très collant. Et je vous rapporte à droite encore ce même schéma qui rappelle que si ce mucus reste coincé dans une porte du sinus, il va avoir obstruction du sinus et le mucus va s'accumuler à l'intérieur du sinus, favorisant ainsi une infection bactérienne. L'épithélium respiratoire, lui, se défend en produisant du mucus. Et ce mucus se retrouve donc à la surface de l'épithélium respiratoire. Ce mucus est en déplacement constant pour piéger les bactéries, mais il doit se déplacer, ce mucus, pour éviter de devenir stagnant. Donc, on parle d'une clairance respiratoire du mucus. Le mucus doit toujours rester en mouvement. L'utilisation du myrtole, d'un mucolytique, est de justement favoriser le mouvement de ce mucus. Mais qu'est-ce que le myrtole? Le myrtole, c'est un distillat d'un mélange d'huile essentielle d'eucalyptus, d'orange douce, de myrte et de citron dans une proportion très précise. C'est un produit qui vient d'Allemagne et qui est utilisé en Europe depuis plus de 40 ans. L'innocuité du gélomyrtole n'est plus à démontrer. De nombreuses études cliniques et non cliniques ont démontré sa sécurité. Plus de 6200 patients ont été clairement étudiés. Une exposition à plus de 1,7 milliard de capsules, de 1,5 million d'années patients et des effets indésirables mineurs. Tout ça est disponible dans la littérature qu'on pourra vous donner à l'instant. Au niveau pharmacodynamique, on a pu étudier que le myrtole, comme mucolytique, a des propriétés mucosécrétolytiques. Plus spécifiquement, au niveau du sécrétolytique, on vient liquéfier le mucus. Mucolytique, on fait libérer le mucus. Sécrétomoteur, on active le mouvement ciliaire pour se débarrasser du mucus. Les autres effets qui ont été constatés et qui sont intéressants sont des effets proprement dits anti-inflammatoires, antioxydants, antimicrobiens et antibronchospasmolytiques. De nombreuses études ont été faites, surtout dans un contexte européen, et je vais vous montrer certaines études ici qui permettent de démontrer l'effet positif au niveau clinique du gélomyrtole. En rhinosinusite, une étude nous a clairement démontré chez 331 patients souffrant de sinusite aiguë que quand on prend le gélomyrtole, on utilise ici beaucoup moins d'antibiotiques du côté gauche. Vous voyez 13 d'utilisation d'antibiotiques quand on utilise un placebo et 7 quand on utilise le gélomyrtole. À la fin de l'étude, on a la même chose au niveau du traitement suivi par antibiotiques. Donc, on diminue notre consommation d'antibiotiques. Effet intéressant. Pour ce qui est de la rhinosinusite chronique, qui est plus difficile parfois à soigner et qui est franchement l'apanage des ORL, quand on regarde les deux différentes études, on voit encore une fois que quand on fait une étude mesurant, si on veut, l'image au niveau du scan dans une sinusite chronique, l'image initiale du scan est grandement améliorée 3 mois après l'utilisation du gélomyrtole, tandis que quand on utilise un placebo, l'image au scan ne change pas. Donc, il y a un effet au niveau du scan, donc de l'épaississement du mucus au niveau des sinus.
Bien entendu, l'effet mucolytique peut être bénéfique au niveau des bronches. Le traitement usuel des exacerbations aiguës des MPOC sont souvent la bronchodilatation, l'utilisation de corticoïdes par voie orale et l'antibiothérapie s'il y a production accrue d'expectoration, augmentation de la purulence des expectorations et une intensification de la dyspnée. Je vous rappelle ici les protocoles qui sont couramment utilisés, à savoir des traitements oraux par première intention et deuxième intention. Nous connaissons tout ça. Cependant, les études, encore une fois européennes, ont démontré l'efficacité du myrtole dans le cadre de la bronchite chronique. Plus spécifiquement, dans la bronchite aiguë, une étude de 676 patients a démontré que, comme vous voyez ici, le gélomyrtol est tout aussi efficace que les céfuroxime pour contrôler les quintes de toux nocturnes. Et vous voyez ici l'effet du placebo qui est moindre. Donc, le gélomyrtol, aussi efficace que l'antibiotique dans la bronchite aiguë. Une autre étude ici qui permettait de comparer l'efficacité du gélomyrtol auprès de 246 patients dans un contexte de bronchite chronique. On voit ici que quand on donne le gélomyrtol pendant toute la période d'hiver, la ligne verte, il semble ne pas y avoir d'exacerbation de l'infection, tandis que quand on donne un placebo, il y a définitivement un pic en plein milieu de l'hiver d'exacerbation aiguë de MPOC. Donc, le gélomyrtol, dans la bronchite chronique, semble prévenir les exacerbations en pleine période d'hiver. Toujours en bronchite chronique, la fameuse étude Cochrane a démontré que le myrtole est le seul sécréto ou mucosécrétolytique qui est inclus dans la revue et qui a été démontré scientifiquement comme étant efficace. Je vous rappelle ici que, encore une fois, au niveau de la rhinosinusites, le myrtole est un des seuls mucolytiques qui a été démontré comme scientifiquement efficace. Donc, le myrtole standardisé, le gélomyrtal, a été démontré comme efficace. Quelle est la posologie du gélomyrtol? En rhinosinusites aiguë, il est recommandé d'utiliser 300 mg QID pendant 2 semaines. Pour la rhinosinusite chronique, qui est non homologuée au Canada, mais grandement utilisée en Europe, c'est du 300 mg QID, mais pour une période de 6 mois. Pour ce qui est de la bronchite aiguë, du 300 mg QID pour 2 à 4 semaines. Et pour la bronchite chronique, en prévention des exacerbations hivernales, 300 mg TID pendant 6 mois. Donc, en conclusion, comment éviter l'usage des antibiotiques et favoriser un usage parcimonieux des antibiotiques? Il faut un meilleur diagnostic, entre autres, de la rhinosinusite. Il faut aussi un meilleur traitement de la dite rhinosinusite. Pour ce faire, il faut faire une maximisation de l'utilisation des traitements dits adjuvants. Le lavage nasal par l'utilisation de salin, l'utilisation de décongestionnants topiques pour une durée de 5 jours ou moins, l'utilisation de corticostéroïdes topiques aussi pendant 2 semaines, et la place des mucolytiques semble de plus en plus évidente comme outil à utiliser. Donc, quelle est la place du myrtole en santé respiratoire? C'est un nouveau traitement qui est nouveau ici en Amérique, mais depuis longtemps utilisé en Europe. C'est un traitement qui est complémentaire à ce qu'on a déjà comme outil. C'est un traitement qui est définitivement sécuritaire. Il est naturel, ce qui peut être plus facile parfois de convaincre certains patients d'utiliser. C'est un traitement qui est scientifiquement éprouvé et c'est un traitement qui est recommandé dans les lignes directrices. Donc, la place toujours des mucolytiques en santé respiratoire. En rhinosinusique, il y a une place pour le myrtole pour réduire la congestion, la toux, la pression dans les sinus et réduire l'usage des antibiotiques. En rhinosinusite chronique, encore une fois, pour réduire la congestion, la toux et la pression des sinus. Pour la bronchite aiguë, il aide à réduire la toux, soutient l'expectoration et réduit l'usage, encore une fois, des antibiotiques. Et dans le cadre de la bronchite chronique, réduit clairement le risque d'exacerbation aiguë et réduit ainsi l'usage des antibiotiques. Pour ce qui est de mon expérience personnelle avec le myrtole, je l'utilise régulièrement comme traitement adjuvant en rhinosinusite aiguë, aussi en rhinosinusite chronique, et aussi dans la rhinite post-inflammatoire, typiquement un écoulement nasal postérieur qui persiste suite à une sinusite et qui peut traîner pendant des semaines. Le gélomyrtol semble aider à se débarrasser de ce mucus résiduel. Dans les cas de toux imprécises qui sont persistantes, il peut être intéressant de l'essayer et parfois chez certains patients qui ont des infections respiratoires supérieures ou inférieures à répétition,
un cadre de prévention pourrait peut-être être intéressant ici dans le cadre d'exacerbation, si on veut, hivernale. Donc, c'était ici une présentation sur la place des mucolytiques en 2015. C'était le Dr Yannick Larrivé, ORL, et je demeure disponible pour une période de questions. Merci à tout le monde.